Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de mon père, qui a aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, mais Ah oui, je l'ai oublié. la petite Poppy, qui est le symbole en Angleterre de l'aide à l'armée, à ceux qui sont engagés dans les mouvements militaires. Au début, ça avait été fait pour la guerre de 14-18, mais il n'y en a plus beaucoup, on ne va pas se mentir. C'est un petit coquelicot, Voilà. parce que dans la guerre de 14-18, il y avait eu des massacres absolument incroyables dans les plaines de Picardie dans lesquelles il y avait des coquelicots. Et donc, les Anglais étant un petit peu poètes, ont décidé de... les coquelicots, ça représente ceux qui sont morts pour le pays. Et Ce n'était rien qu'une aventure, voilà. petite histoire, Et et alors, je le jure. c'est une très belle histoire, ça, les coquelicots. Et je voudrais raconter quelque chose qui m'est arrivé, c'est que il y a eu la guerre des Falklands. Oui. Et d'ailleurs, on portait un coquelicot pour ceux qui sont morts. Et c'était à l'époque de Madame Thatcher. Et en rentrant, les troupes ont défilé. Tu sais, les troupes ont défilé, en rentrant, bon. Et il y avait un certain nombre de gars qui avaient été tués. Et à la place du gars qui était tué, dans le défilé, ils avaient mis leur veuve. Eh ben, je vous assure que ça faisait un effet. On était là. Oui. C'était... Voilà. Alors aujourd'hui, donc pourquoi je parlais de Londres, c'est parce que nous revenons hier soir d'une conférence internationale qui s'appelle l'ARC, Alliance for Responsible Citizen, qui a été montée par un ami de mon frère Louis-Vincent et de toi, Charles, qui s'appelle Paul Marchal, dont tu vas dire un mot dans une minute. Et dont nous revenons absolument galvanisés. Cette conférence a duré 3 jours très intenses, où des intervenants littéralement du monde entier ont défilé pour nous donner leur point de vue sur la souveraineté, la notion d'individu, ce que devait être, à leur avis, aujourd'hui, ce que devait faire un homme de valeur aujourd'hui pour s'insérer justement dans cette civilisation de l'Ouest, apporter une nouvelle valeur et essayer d'avancer vers un point qui nous semble commun. Et renverser cette espèce de lente décadence dans laquelle on est, quoi. Voilà. Et le but de cette conférence était aussi de proposer aux âmes de bonne volonté une sorte d'anti-Davos. Ça aura lieu chaque année. Et le but, c'est vraiment d'être l'anti-Davos. Alors, il y avait... très peu de Français, je crois on devait être 5. 2 intervenants, ton frère et moi. Voilà, 2 intervenants. Mais je vous en parle peut-être pour solliciter aussi des vocations. Non pas qu'ils en aient besoin, parce que pour tout vous dire, c'est absolument somptueux. De ma vie, je ne suis jamais allée j'ai fait pas mal de conférences. À une conférence aussi bien tenue, c'était luxueux. Des bars étaient proposés tout le temps. Il y avait des buffets. C'était très très joli. C'était sur la Tamise, donc on avait la lumière de la Tamise pendant les intervalles, et la salle de conférence elle-même était vraiment très bien disposée, avec des caméras partout, des écrans, enfin vraiment Et il y avait quand même plus de 2000 personnes qui sont venues, quoi, 2800 personnes qui sont venues du monde entier. Plus une presse extérieure, donc c'était vraiment une conférence incroyable. Voilà, alors attends, j'aimerais que tu expliques aux gens donc qui est Paul Marchal. Alors, qui est Paul Marchal ? Paul Marchal, c'est un garçon que j'ai rencontré donc quand j'étais relativement jeune, quand je suis parti pour Londres, etc., et qui était un gérant et analyste financier dans une banque d'affaires à l'époque qui s'appelait Warburg. C'était une des grandes banques de la City qui faisait dans la gestion de fonds, entre autres. Et une banque d'affaires, c'était un peu l'équivalent de Lazare chez nous, quoi, voilà. Warburg, c'est un personnage mythique parce que c'est monsieur Warburg, c'est un peu lui qui avait inventé le marché de l'euro-dollar dans les années 60. Donc c'était un énorme personnage. Et quelques années après avoir été formé chez Warburg, au début des années 2000, oui, c'est à peu près ça, au début des années 2000, Paul a décidé avec un autre garçon avec qui il était, qui s'appelait Ian Weiss, de monter un hedge fund qui s'appelait Marshall Weiss. Voilà, leur deux noms. Ils m'ont demandé d'être leur conseil au début. Et c'est devenu un succès mondial. C'est-à-dire que maintenant, ils ont un des immeubles dans King's Road, qui est là, tu sais, absolument, pas dans King's Road, dans Sloane Street. Tu vois, le grand immeuble rouge, ça leur appartient complètement. Ils gèrent plusieurs centaines de milliards de sterling. Et il a fait une fortune considérable, mais vraiment considérable.
Et Paul... D'ailleurs, il a été anobli. Il a été annoblé, oui. Paul est un catholique engagé. Il rigole pas avec ça. Il a épousé une Française, d'ailleurs. Il a épousé une Française qui se trouvait être la nièce de Balkany, là, le promoteur immobilier qui avait fait parler d'eux. Là, donc, tu vois, c'était... Ah, les Balkany de Levallois? Non, pas les Balkany de Levallois, les Balkany, celui qui avait épousé une princesse d'Italie aussi. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr, oui. Qui avait, sa femme aussi est une catholique extrêmement engagée. Donc, il a décidé, il y a à peu près 4-5 ans, de s'engager pour un petit peu le même combat que celui de l'Institut des libertés, allez, toute proportion gardée, d'essayer de... Vraiment toute proportion gardée. Eh oh, ton père, il a fait ce qu'il a pu. Ah non, c'était pas pour ça, c'était par rapport aux proportions. Parce aux proportions, bah oui, mais c'est ce que je te dis, ils sont plutôt... Et donc, ce brave, il est en train de mettre beaucoup de son argent pour réveiller la classe intelligente conservatrice dans le monde anglo-saxon. Je m'explique, c'est que il y a à peu près 10 ans, j'ai commencé à parler, tu sais, de cette scission du monde entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Tu sais, c'est la vieille histoire, les hommes des arbres, ils restent en dessous de l'arbre, ils attendent que ça se passe, et les hommes des bateaux, ils coupent l'arbre pour voir si l'île d'à côté est pas mieux. Donc les mondialistes et les locaux, Et ce qui m'a beaucoup frappé, beaucoup touché et beaucoup gêné depuis 10 ans, c'est que les hommes des arbres, les locaux, n'étaient défendus que par des populistes un peu idiots. Pas toujours, mais enfin, tu vois, on les retrouvait, bon, ils sont pas idiots, mais enfin, tu retrouvais des gars... Basiques, qui étaient vraiment... dont on avait l'impression... Et les hommes des bateaux avaient été rejoints par tout... ce qu'on pouvait appeler les conservateurs intelligents qui avaient fait de bonnes études, etc. L'intelligentsia. L'intelligentsia qui voulait ne pas être invité dans les dîners en ville, donc il rejoignait les troupes, quoi. Et ce que cherche à faire Paul, c'est tout simplement à refaire naître des gens comme la doctrine de Burke, tu sais, qui est notre devise, c'est-à-dire rien ne peut arriver de mal à un pays si les gens de bonne volonté, si les hommes d'honneur se lèvent à temps. Voilà, bon. Et donc, il se donne un mal de chien pour faire naître une classe de gens extrêmement compétents, extrêmement valables. On ne peut pas dire vous êtes des demeurés, parce qu'ils ne le sont pas, pour venir au secours des hommes des arbres, c'est-à-dire des nations, qui ont intégré le fait qu'il ne peut pas y avoir autre chose qu'une solution par des forces nationales. Et donc, alors, par exemple, il a créé ARC, il donne un argent considérable aux écoles indépendantes. Il y avait une représentante des écoles indépendantes qui était... J'en parlerai, qui s'appelle Catherine Birbalsingh, et qui a monté donc une école en Angleterre qui est absolument phénoménale parce que dans le pire quartier. Dans le pire quartier. Et elle part du principe qu'elle explique très très bien. Vous pouvez retrouver son intervention si vous parlez anglais sur la page YouTube de l'ARC, donc Catherine Birbalsingh. Elle explique très bien que en réalité le multiculturalisme en lui-même n'est pas un problème si vos règles de droit et votre société est suffisamment morale et suffisamment forte. Elle dit dans ces cas-là, le multiculturalisme n'est pas un problème si vous avez des règles supérieures. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive où tout serait relatif et dans ces cas-là, on arrive effectivement là, le multiculturalisme peut poser un problème. Donc elle dit parce en amont de automatiquement au tribalisme. Au tribalisme, c'est exactement ce qu'elle disait. Oui, voilà. Et donc, s'il amène donc, la seule façon, c'est de recréer une espèce de fierté nationale chez les enfants. Donc, elle dit à peu près toutes les races, toutes les religions, etc., dans son école qu'elle a été créée dans le département le plus pourri. Elle s'est battue pendant 4 ou 5 ans, mais de façon féroce contre les forces de l'éducation nationale anglaise. Et maintenant, son école est votée par l'ensemble du système éducatif, la meilleure école en Angleterre. Voilà, l'école s'appelle Michaela et elle avait pour elle aussi devenir elle-même d'un milieu multiculturel. C'est un mélange. Un mélange du Ghana, de l'Inde. Donc on pouvait pas lui opposer qu'elle était blanche, qu'elle ne savait pas et ainsi de suite. Donc quelque part, pour traiter le multiculturalisme
pastoralisme, pardon, mais elle avait aussi un blanc-seing qui, moi, j'aurais pas pu faire, même si non, si tu dis il faut respecter la nation et tout, t'as pas l'air sérieux. Alors, elle qui était Ghana, à moitié noire, à moitié indienne, à moitié je sais pas quoi, ça avait beaucoup de moitié, mais elle disait, il faut que les enfants... tous les jours, chantent un hymne national. Voilà. Donc, tous les jours, ils chantent un God Save the King. Et elle a les meilleurs résultats. Ça me rappelle une histoire qui était célèbre aux États-Unis. C'était dans les plus mauvais quartiers de Chicago, il y avait quelques officiers noirs des Marines qui avaient décidé de créer une école et les enfants étaient en uniforme, devaient défiler au pas et tout. C'était les pires quartiers de Chicago. Et ça a été un succès absolument foudroyant. Et il fallait attendre mais à ce moment-là, les syndicats de l'enseignement dans le coin se sont mis et ont tout fait pour que cette école soit fermée. Donc il y a quelque part cette volonté d'empêcher les enfants d'avoir une vision dont ils sont fiers du pays dans lequel on vit est prééminente chez beaucoup d'enseignants. Ils ne veulent pas l'enseigner. Mais si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que sous Napoléon, quand Napoléon a tout fait pour arrêter justement les dialectes locaux, c'était en remplaçant, et ça a été suivi par Napoléon III ensuite, par un roman national. Voilà. On enchantait le roman national en donnant des figures que les uns et les autres pouvaient suivre, plus ou moins, que ce soit Roland de Roncevaux, où on racontait Victor Hugo y a participé d'ailleurs. Voilà, on réenchantait nos histoires pour pouvoir en être fiers. Et aujourd'hui, on a décidé, non, on va plus parler ni de Roland de Roncevaux, ni de Clovis, ni de choses qui étaient quelque part charmantes, parce que ces petites images d'Épinal nous permettaient aussi, en tant qu'enfants, de cristalliser autour de ça. On se disait, moi aussi, je veux être... On peut pas tous être Davy Crockett, tu vois. Ça donnait quand même une idée sympathique du passé. Et donc, il y avait cette personne qui parlait. Mais donc, je continue avec Paul. Et Paul, par exemple... il donne énormément à plus de 130 écoles, ce qui est très bien en Angleterre. Il a créé une chaîne de télévision que vous pouvez regarder, qui n'est pas inintéressante du tout. Ça s'appelle GB News, c'est-à-dire Grande-Bretagne News, où il y a des personnalités comme Farage qui parlent, etc. Il a lancé un blog, pour ceux qui lisent l'anglais, que vous devriez lire, qui s'appelle Unheard. C'est-à-dire, vous l'avez pas entendu avant, quoi. Ou autre part. Et il y a des rumeurs dans la City qui seraient en train de racheter le papier le journal de ceux qui possèdent vraiment l'Angleterre, c'est-à-dire le Daily Telegraph. Vous savez, c'est-à-dire le Daily Telegraph, c'est le journal typiquement conservateur. Si j'ose dire, c'est un Figaro de très grande qualité, quoi. C'est un peu le même. Donc. Et quel est le but de Paul ? C'est de faire monter des grands intellectuels. Alors là, tu devrais donner la liste des gens qui parlaient hier, parce qu'il y en avait un paquet. Déjà, effectivement, la conférence était sous l'égide de Jordan Peterson. Alors, pour ceux qui, je ne sais pas, sortiraient d'une caverne et ne sauraient pas qui est Jordan Peterson, je ne peux que vous engager à taper ce nom dans votre YouTube et aller voir. Alors, effectivement, le problème, c'est que je crois qu'il est très peu traduit. Alors, il est très peu traduit parce que une canaille, il y a 5-6 ans, l'avait interviewé en France. Un jeune Français, et l'avait très mal interviewé. Donc, il était parti en étant furieux. Il avait essayé de le coincer, vous savez, il avait essayé de le coincer sur des trucs, il aimait pas les femmes, il était tout ça. Donc, il avait posé toute une série de questions vicieuses, si j'ose dire. Enfin, comme ça faire les journalistes de gauche qu'on aime. Voilà. Et il en était sorti en disant, puisque c'est comme ça, la France, je le fais plus. Donc effectivement, indépendamment du fait qu'il soit... Mais quand il va en Lettonie ou je sais pas où, il est allé récemment, il y a les gens qui viennent, si vous voulez, ils louent un stade, quoi. Non, mais là, c'était absolument... Moi, donc on avait la chance d'être devant. À un moment, tu as pu lui serrer la main, il était à droite, mais c'était Beyoncé. Il y avait des gens qui faisaient la queue pendant une demi-heure pour aller lui serrer la pince, aller lui serrer la pince. C'était... Il guérissait les escrouelles, je crois. Donc moi, je lui serrais la main, je lui dis, monsieur... Il a un charisme incroyable. Et je lui ai dit, I like you. C'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je vous aime. Et je vais reprendre simplement un peu les grandes thématiques qu'on a abordées. Oui.
Le problème qui était quand même assez prégnante était le déclin de l'Ouest. Le déclin de l'Ouest. Le déclin de l'Ouest. Et l'idée était qu'on arrivait à ce point central de l'histoire avec un grand H, où effectivement l'Ouest voyait un petit peu ses ombres s'allonger devant elle. Parce qu'on refuse d'être ce qu'on a toujours été. Et voilà. Et la plupart de nous vivons dans l'idée d'un passé glorieux, mais en réalité, quand on regarde, on entretient surtout la faiblesse, la folie, l'outrance et pas mal de décadence. Ouais. Et or, si tu veux, cette idée que le déclin de l'Ouest porte quand même en elle des germes titanesques. On se retrouve quand même devant cette immense crainte. Alors, la plupart du temps, en réponse à ça, les gens disent « Oui, d'accord, l'Ouest est en déclin, mais vous comprenez, il y a toute une autre partie du monde qui s'en sort très bien. » Alors, c'est vrai, effectivement, plus que jamais, des milliards sont sortis de la pauvreté, et globalement, à l'échelle du monde, il y a la société... Chine, l'Inde, le Vietnam, tout ça, c'est en train de sortir de la pauvreté à toute allure, mais en appliquant nos anciennes recettes. Mais ce que disent les auteurs, et c'est important, mais c'est qu'on essaie de nous vendre, ce faisant, l'idée que nous serions des citoyens du monde dans une sorte d'universalisme planétaire. Oui, absolument. Cette idée-là a été introduite par Klaus Schwab, fondateur de Davos, dans son idée de la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab. Donc ça, c'est quand même un problème, parce que ces racines du globalisme qui viennent depuis Alexandre le Grand, Emmanuel Kant au XVIIIe siècle ou H.G. Wells dans La Guerre des mondes, sont quand même le pendant de la subsidiarité, si tu veux. On ne pourra pas mettre en place une subsidiarité... Si les types sont persuadés que la seule façon de gérer c'est par des gens compétents. C'est par le globalisme. C'est par le globalisme. Donc, il faut s'opposer à cette notion de globalisme en ce qu'il contient les germes qui s'opposent à la liberté. À la liberté de la subsidiarité. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le globalisme d'aujourd'hui, d'Anatolie, si j'ose dire, et le rêve communiste de l'international. Voilà. C'est la même chose. C'est-à-dire que les problèmes sont tellement graves qu'il faut les traiter au sommet. Et pour les traiter au sommet, il faut que des gens extraordinairement compétents, et ces gens extraordinairement compétents ont le droit de te mettre en prison dans des camps de concentration si tu comprends pas bien. Donc c'est exactement le contraire de toute la démarche chrétienne, subsidiaire, etc., qui a été, on revient à l'essentiel de notre civilisation, c'est-à-dire que tout doit partir de la base, très peu doit venir du sommet. Voilà. Et alors, l'autre chose aussi, d'importante, c'est que l'Ouest a quand même fait ses preuves en matière de foi, d'esprit d'éthique et surtout de droits de l'homme. De droits de l'homme, c'est ça. On a inventé ça. Voilà. Et donc, la chose qu'on ne doit vraiment pas perdre de vue dans cette discussion sur la globalité, c'est la souveraineté. La liberté individuelle et la responsabilité des citoyens qui est au cœur de notre civilisation, les lois locales et la démocratie réelle. Et c'est tout à fait important parce qu'il y a quelqu'un comme Jean-Paul II disait « Le citoyen ne peut pas être libre en dehors d'une nation où les gens acceptent les règles du jeu. » C'est-à-dire que la seul endroit où un homme peut être libre, c'est dans une nation dont il fait partie et dont il accepte les règles du jeu. En fait, ça avait été défini par Léon XIII. Avant, oui, Terrarum Novarum, oui, c'est vrai. Voilà. Et Jean-Paul II l'a repris. Sur la vision classique de Domus, la maison, Urbs, la ville, et Orbis, le monde, dans cet ordre-là. C'est-à-dire que toi... Tu commences à la maison. Tout commence à la maison. Dans la famille. Et ça, c'était l'autre chose très importante, c'était l'importance de la famille et l'importance que l'on doit donner à la famille, ce que les globalistes, les mondialistes remettent en cause. En remettant en cause, par exemple, le rôle de l'homme et de la femme. En remettant en cause le rôle de l'homme et de la femme. Et cette révolution humaniste, pour la humaniste, a démarré avec le début de la contraception. Oui. Donc en fait, on a tendance à dire oui, mais la GPA, non, ça a commencé bien avant. Ça a commencé depuis Picpus, depuis les débuts de la contraception. Oui, tout à fait. Et c'est à ce moment-là que les plus forces qui cherchent à détruire la famille ont commencé à agir. Et ce sont ces gars-là, parce que ces gens qui gouvernent du haut, ils veulent pas avoir des forces organisées en bas. Et la force organisée qui a toujours résisté aux tyrannies, c'est toujours été la famille. Donc si vous réussissez, si vous êtes partisan d'un gouvernement du haut, la première des choses que vous devez détruire, c'est la famille, c'est évident. Et l'autre chose aussi, dans les analyses actuelles, c'est que, et c'est drôle parce que c'est des choses que j'ai du mal à réintégrer chez certains penseurs aujourd'hui, philosophes, c'est qu'on va voir quelqu'un comme Onfray, par exemple, dire Jésus n'a jamais existé,
Et à côté dire oui, mais j'adore la structure que donne l'Église, tout en se plaignant du fait que les gens n'aient plus de centre moral. Oui. Mais tu te dis, mais n'attaque pas la foi, la foi n'est pas un ornement. Non. La foi est véritablement ce qui intègre, ce qui donne des Et racines. il y a des gens depuis 2000 ans qui, l'Église, encore une fois, l'Église catholique, la foi catholique, ça n'est pas une orthopraxie. Il n'y a pas un nombre de règles à suivre pour être un bon catholique. C'est qu'il y a une personne là, qui a été, il y a 4 témoins qui ont raconté son histoire. D'ailleurs, il y a des contradictions entre les 4, ce qui est assez rigolo. Et qui vous disent, c'est une personne. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à la foi, en quelque sorte, parce qu'ils découvrent cette personne. Donc, quand je vois un type qu'on ferait dire, il n'a jamais existé. Ce que je trouve très curieux, c'est que moi, j'ai écrit des livres, j'en ai lu pas mal. Et au bout d'un certain temps, toi aussi d'ailleurs, quand tu reconnais un texte à la façon dont c'est écrit, c'est-à-dire que tu te dis, ah, ça, c'est du Chateaubriand, parce que, bon, c'est lui qui écrivait comme ça, ou c'est du De Gaulle. Enfin, mais voyez, c'est même plus fort. Hier, je lisais un texte, je ne savais pas que c'était de Peterson, j'ai entendu sa voix. Oui, c'est ça. J'ai entendu sa voix. Je me suis dit, et après, je suis allée voir les mots. Je me suis dit, ah bah oui, c'est Peterson. C'est Peterson. Donc, si tu vois, il y a une espèce de musique de chaque auteur. Et quand les paroles du Christ ont une. D'ailleurs, il y a un des servants du temple qui revient après. Il avait été chargé d'arrêter le Christ et il n'a pas pu l'arrêter parce qu'il dit cet homme parlait comme personne. Comme personne n'a jamais parlé avant lui. Et donc, vous écoutez les paroles du Christ et vous dites, ça ne peut pas être sorti d'un comité. Il y a qu'une. C'était un type qui a parlé comme lui dans l'histoire, il n'y a eu que lui, quoi. Donc, je ne comprends même pas que, avec la culture qu'a Onfray, il ne puisse pas voir cette extraordinaire identité des paroles du Christ, cette espèce de musique. De musique qui n'appartient qu'à lui, quoi. C'est tout à fait étonnant, quoi. D'abord, il prend toujours les gens à contre-pied, et tu t'attends à ce qu'il dise ça, pas fait dire le contraire. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, je regarde ça, je me dis, c'est bizarre qu'un homme. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent voir les couleurs. Oui, c'est ça. J'ai un copain qui est comme ça. Ouais, qui voit les gens en couleur. Il me dit, toi, tu es rouge et blanc. Voilà. Et je suis persuadée que le Christ était une couleur à lui. Il devait avoir une couleur comme personne. Une couleur que personne n'avait. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ça se voit quand il parle. Et d'ailleurs, il n'a jamais écrit. C'est les paroles rapportées par les gars qui ont écouté, qui étaient tellement surpris qu'il les notait, quoi. Parce que lui, il n'a jamais écrit. La seule fois mais encore une fois, il les notait avec ce qu'ils pouvaient comprendre eux. Et on se rend compte en plus que quand on lit les évangiles, qui te disent tranquillement, nous, on n'a rien compris. Jusqu'à la fin. Ils n'ont rien compris du début à la fin. Et puis, rappelons que c'était des gentils pêcheurs qui araméens qui se baladaient par là. Il y en avait qu'un qui avait une idée un peu du réel, c'était ce pauvre Judas qui gérait la bourse de la tribu, mais en fait, à part ça, les autres, ils étaient plutôt un peu couillons, il faut dire. C'était des bons gars qui traînaient par là. Que j'ai choisi un par un, mais on se dit, après ça, il s'est rendu compte qu'il avait... Il a sûrement pris les moins terribles. Non, ou peut-être ceux qui allaient le mieux avec lui. Par exemple, Pierre, qui était un type, c'était pas le plus malin, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais il était fait pour être un chef. Donc, si tu veux, il s'est trompé tout le temps, il a renié le Christ, etc. Mais au moment où il fallait savoir prendre une décision, les autres se tournaient vers lui. Enfin, ils ont tous eu le courage de mourir en martyr, donc. Oui, mais une fois qu'il avait été ressuscité, avant, ils n'avaient rien compris à ce qu'il allait faire. C'était extraordinaire. Oui, mais enfin, c'est pas grave, ils l'ont suivi. Ah bah oui, c'était tout en contents, sauf. Oui. Donc, on était quand même arrivé aussi à la conclusion que le résultat d'une politique mondialiste, c'était un inévitable rétrécissement des droits individuels par les nations, pour les nations et pour les individus. Et pour les individus. Alors, ce qui veut dire aussi, par exemple, que pour ces mondialistes, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de raison qu'il y ait des frontières. Non, mais bien sûr, puisqu'ils veulent un ordre mondial pour pouvoir partout donner le même truc. Donc, voilà. C'est la tour de Babel. C'est exactement la tour de Babel. Et on en arrivait, ce que beaucoup d'auteurs ont souligné, à aussi cette idée nietzschienne, que le gros problème aussi, et c'est pour ça que les foi étaient attaquées, quand les gens ne croient plus en rien, ils croiront en n'importe quoi. Ça, c'était la phrase de... Cet écrivain britannique que j'adorais tellement, enfin bref. Chesterton ? Chesterton, oui. Et quand on en arrive effectivement à ça, on a besoin d'agiter des peurs. Alors, quelles peurs nous ont-ils ressorti de nulle part ? Parce que, encore une fois, comme on ne croit plus en rien, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Nous vivons... La vieille peur malthusienne, qui est le truc le plus insensé qui existe. C'est-à-dire, il va y avoir... Les riches vont en avoir beaucoup.
les autres vont mourir de faim, donc il faut qu'il y ait des gens qui empêchent les riches de vous faire mourir de faim. En devenant gras comme des cochons eux-mêmes, si tu veux. Mais donc, cette peur malthusienne, c'est vraiment basé sur la peur de manquer. Voilà. Qui est naturel chez l'homme. On a, moi, je suis l'aîné de 4 enfants. Quand arrivaient les cerises, on se disait il y en aura pas assez. Pourquoi moi je vais pas avoir assez de cerises? Parce que il y en a d'autres derrière. Il faut prendre une grosse part. Tu m'en as, il en a eu plus que moi. Pourquoi moi j'ai pas plus de cerises? Enfin bon, voilà. Ça, c'est le vieux truc. Ça. C'est humain de se dire ça. Et donc, ils agitent ça en disant, bon voilà, la croissance de la population va faire qu'on n'en aura pas assez pour tout le monde. Donc, d'où la nécessité aussi de restreindre cette population. Oui. Donc, après avoir attaqué les foies qui, elles, et les familles qui, elles... On attaque la vie. Voilà. Ce qu'il y a d'étonnant avec ces gars-là, c'est que finalement, à un moment, vous savez, le grand miracle du monde aujourd'hui, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment la créer. D'ailleurs, vous pouvez faire toutes les expériences chimiques que vous voulez, vous n'arriverez pas à créer la vie. Donc la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez que tous ces gars-là, ils prennent toujours des mesures en faveur de la destruction de la vie. Jamais pour faciliter la création de la vie. Il y avait un premier ministre australien qui était là, qui a parlé, qui fait un très bon discours d'ailleurs. Il était un peu vieux, il avait l'air gâteux, mais il n'était pas du tout. Qui a changé la politique et qui disait, moi, que je suis arrivé au pouvoir, je me suis rendu compte que dans le fond, mais il était très partisan de la subsidiarité des familles, c'était un catholique pas permis, et il a dit, la première des choses qu'il faut faire, c'est, j'ai vu que les femmes avaient trois possibilités, soit élever les enfants à la maison, soit travailler pendant puis ensuite revenir à la maison et puis retourner travailler, soit continuer à travailler. Et tout le système fiscal était organisé pour forcer les femmes à continuer à travailler. Il a dit, j'ai changé de système fiscal pour qu'il soit neutre, au moins qu'elles puissent choisir librement entre les trois. Et pour celles qui voulaient rester garder les enfants à la maison, elles avaient le même niveau de vie que si elles... C'est important de pouvoir cotiser, pouvoir continuer à avoir tes points retraite quand tu es en arrêt maternité. Donc, il a donné voilà. Et c'est un peu ce que fait aussi Orban en ce moment. Donc, vous vous rendez compte que le système était organisé, en quelque sorte, pour empêcher la naissance d'enfants. Puisque la femme, elle se disait, non, j'ai ma carrière, etc. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais il disait, il faut que les femmes aient un choix libre. C'est-à-dire que la sortie économique soit la même, quel que soit que le choix, que la femme fasse un choix volontaire et non pas organisé par les pouvoirs. Donc je me suis dit, tiens, c'est une histoire intéressante d'organiser la fiscalité pour augmenter le choix des gens. Je trouve ça au poil. Alors, pour revenir sur l'histoire de Malthus, tu as eu 2 points de vue. Tu avais donc ce point de vue de Paul Ehrlich, qui était disciple de Malthus, c'est un fou, celui-là. Qui écrivait en 2017 « Vous ne pouvez pas croître infiniment sur une planète finie ». Et un point de vue alternatif a été apporté par l'économiste Julian Simon, qui dispose que la croissance de la population apporte la croissance de la création et de l'innovation. Absolument. Or, entre 1850 et 2023, la population mondiale a cru de 1,2 milliard de personnes. Oh, beaucoup plus. 1850 1850 à 2023. À 2023, oui, c'est possible. Oui, 2023, c'est possible. J'avais 1,2 milliard. Oui. Et alors, ils ont fait un calcul intéressant qui s'appelle le coefficient d'élasticité. Oui. Alors, c'est la variable X qui change de 10%, alors que la variable Y change de 5%. À cause de X, alors le coefficient d'élasticité de Y est de 2, 10 divisé par 5. Or, cet index a calculé qu'une croissance de 1% de la population correspondait à une croissance de 2,39% en ressources personnelles d'abondance et de 5,29% en ressources d'abondance de la population. Ça, c'est l'abondance index créé par Simon. Plus c'est croissé et multiplié, plus il y a de gens... Plus il y a de gens, plus on est riche. Plus on est riche. Donc en fait, il ne faut pas penser la croissance à 1 égale moins 1. En fait, 1 va faire croître 2,39 ou 5,29. Exactement. Et c'est ce que tu vas dire, c'est que certes, les ressources sont limitées,
Mais la réalité, c'est que l'esprit humain est infini dans ses découvertes. Et encore, les ressources sont limitées. Ça ne prend pas en cause, les innovations. Parce qu'aujourd'hui, prenons par exemple l'invention de l'ordinateur. L'invention de l'ordinateur nous a permis d'utiliser beaucoup moins de papier. Donc, grâce à l'ordinateur aujourd'hui, on n'utilise pas les tonnes de papier à écrire. Le fait de ne plus imprimer, de lire sur des ordinateurs aussi. Aurait-on imaginé... Et surtout, ça a permis quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu as la bibliothèque François Mitterrand multipliée par 10 dans ton ordinateur. Tu n'as plus besoin de te trisser pour aller consulter les documents. Tout ça, ça a été non, mais en termes de ressources... fiche. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de voyager pour avoir accès aux documents essentiels. Tu n'as plus besoin de les lire, tu n'as plus besoin de perdre un temps. Regarde par exemple l'invention du Wi-Fi a fait que tout à coup on n'avait plus besoin des câbles. Ben, bien sûr. Donc tous les câbles, tout ce qui était dedans, tous ces conducteurs, tout ce qui est immatériel, on n'a pas besoin de cuivre, on n'a pas besoin de... Et on a pu le conserver. Donc dire voilà, on a les innovations qu'on a, par exemple l'invention du micro-ondes a fait quelque part qu'on a construit aussi beaucoup moins de gazinières. Ce faisant, conservant les matériaux, ainsi de suite. Alors évidemment la question se pose pour des choses comme l'or. Là, par définition, il y en a très peu parce que l'or, comme j'ai expliqué dans le petit machin qu'il a fait sur l'or, c'est une espèce de boîte à conserve d'énergie et ça utilise beaucoup d'énergie pour créer de l'or. Mais le problème, c'est que par exemple, si on arrive à la fusion nucléaire, tu sais, c'est-à-dire l'énergie infinie et gratuite, on peut créer de l'or. Et à ce moment-là, l'or ne vaudra plus rien. C'est-à-dire, aussi curieux que ça paraisse, le jour où l'énergie sera gratuite et infinie, l'or ne vaudra plus rien. Parce que même les batteries, par exemple à lithium, et ainsi de suite, on est en train de trouver des alternatives au sel, enfin des choses qui permettent de contourner justement ce manque. On trouve toujours. Et il y a un type qui a parlé aussi le troisième jour, qui était remarquable, qui était un journaliste spécialiste qui a publié plusieurs best-sellers sur l'énergie. Il disait le premier pétrole a été découvert aux États-Unis, en Pennsylvanie. On n'a jamais trouvé du pétrole aussi peu bas. Tu vois, il était à 100 mètres, quoi, ce qui était incroyable, quoi. Ensuite, on n'a jamais trouvé. On l'avait trouvé. Et l'énergie pétrolière a commencé à monter, et 10 ans après, il y avait les Malthusiens qui sortaient. On n'a que pour 10 ans de réserve d'énergie. C'est-à-dire, tous les 10 ans, ils t'annonçaient il y en a que pour 10 ans. Non, mais le Club de Rome nous avait quand même annoncé Exactement. Ehrlich nous a annoncé qu'il allait y avoir d'immenses famines en Inde. Je vous rappelle que moi, quand j'avais 18 ans, il y avait des couvertures du New York Times qui nous disaient « New York sera sous la glace ». Après, il a été sous l'eau. Après, il a été sous l'eau. Les Maldives, on ne devait plus les voir. Moi, je me souviens d'être allé... Et le niveau de la mer monte d'1 millimètre par an. À ce niveau-là, il va falloir du temps avant que si tu regardes... Donc, ce qui est intéressant, ce que tu dis, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même toute une industrie spécialisée dans les mauvaises nouvelles, et que cette industrie spécialisée dans les mauvaises nouvelles travaille pour les mondialistes. Tu vois, et ça de plus en plus évident qu'ils sont aussi payés par les mondialistes. C'est-à-dire que tous ces espèces de pessimistes crétins, tout le monde dit, par exemple, si un gars dit « mais non, il faut continuer à chercher du pétrole », on dit « vous êtes payé par Exxon », et bien là, eux, on sait qu'ils sont payés par les gars de Davos, quoi. Donc, je suis arrivé à la conclusion, à mon grand âge, qu'on accuse toujours les autres de ce qu'on fait soi-même. Oui. C'est-à-dire que si on est temps de faire des saloperies, comme de payer, par exemple, des scientifiques pour qu'ils disent des bêtises, tu vas accuser les autres de le faire. Moi, je ne l'ai jamais fait, ça. C'est exactement ce avec quoi je me suis retrouvé avec l'autre crétin, là, comment il s'appelle Boronsky, qui le seul truc qu'il a trouvé comme défense quand il s'était servi de ton image pour vendre ses produits dégueulasses, c'était de dire ouais, en plus Emmanuel Gave, elle est pas avocat, ce qui n'a rien à voir avec le débat, puisque le problème, et là je me suis dit ah oui, ça doit être que lui est vraiment un incompétent, puisque c'est le seul truc. Il est peut-être pas incompétent, mais il prétend qu'il a des diplômes qu'il a pas. Qu'il a pas, puisque moi. Puisqu'il t'en accuse. Puisqu'il m'en accuse, et moi, tout le monde, enfin tu le sais, voilà, t'étais à ma prestation de serment, donc c'est pas vraiment, tu vois. Enfin bon, bref, les gens. Bref. Et l'autre chose qui était très importante, c'est dans cette innovation humaine, et c'est qu'elle dépend aussi de la croissance de la population, parce que plus large le marché, le plus spécialisé la population peut devenir, le plus spécialisée la population peut devenir, le plus prospère elle devient. Et aussi, donc, tu fais rentrer des gens différents. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, donc je devais avoir 27 ans, je parlais pas l'anglais, et je me suis mis dans cette université, j'ai appris l'anglais, moi.
Et surtout, je me suis rendu compte que chaque langage, à ce moment-là, avait une forme de logique à lui. C'est-à-dire que tu pensais en fonction du langage que tu as dans la tête. Ouais. Et donc, si tu mets dans le pool des gens qui réfléchissent, des tas de gens qui ont des langages différents, tu vas avoir des tas de façons de penser. Et il y a peut-être des gars là-bas qui arrivent du Bangladesh ou j'en sais rien, qui pensent pas comme nous et qui auront une idée que nous, on n'aurait pas eu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que plus tu mets de langage dans le melting pot, là, plus tu mets de façon de penser, et plus tu as de chances d'arriver à une invention remarquable. Et ça, c'est l'avantage du multiculturalisme, mais qui n'a pas besoin d'être physique. Tu peux avoir dans le domaine des sciences, une faculté de sciences au Bangladesh, et qui parle avec la faculté de sciences de Sydney, mais qui pense pas de la même façon. Et moi, je trouve que cette diversité du langage, de la façon de penser, ça se cultive, ça se détruit pas. Alors, sur cette notion de climat et cette peur instillée par certains, je vous recommande donc cet auteur qu'on a pu entendre qui s'appelle Michael Shellenger, qui est l'auteur d'un best-seller aux USA et qui a été traduit. Je l'ai commandé, je l'ai reçu, je vais essayer de le lire et j'en ferai une récession courte. Et si vous parlez l'anglais aussi, sur le même genre de sujet, je vous invite toujours sur cette conférence de l'Arc à regarder l'intervention d'un jeune homme qui s'appelle Constantin Kissin. Ah, il est incroyable celui-là. Il est incroyable. Il est drôle à tomber. C'est 10 minutes ciselées d'une parole. Je ne saurais faire justice en m'y référant. Il est incroyable. Mais il est absolument formidable. Alors, pour revenir sur Michael Shellenger, donc celui et il y avait aussi Steve Koonin, mais Michael Shellenger était très intéressant parce que il prenait vraiment diagramme par diagramme en expliquant voilà, on vous dit ça par exemple sur la déforestation, c'est faux. Il n'y a jamais eu autant de forêts en France. Si on comparait effectivement, non mais il prenait des pays, donc il prenait 1900 et il prenait 2000 aujourd'hui. Il disait 2010, 2020, on voyait très bien qu'il y a plus de forêts. Beaucoup plus. Qu'en 1900. Donc, cette histoire, il n'y a plus de forêt, tout ça, c'est pas vrai. Et encore une fois, parce qu'on a arrêté de couper des arbres, parce qu'on a arrêté de se chauffer au bois. Et peut-être aussi parce qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Sait-on jamais. Parce qu'après tout, la nourriture des plantes, c'est le CO2. Oui. Donc, s'il y a plus de CO2, peut-être les arbres se portent mieux, j'en sais rien. Mais... Donc, les histoires de déforestation, ainsi de suite, c'est du blabla. Et il reprenait un par un tous les mythes. Et il en arrivait à cette histoire assez drôle. Il disait, bon, sinon, par ailleurs, moi, quand je prends les explications de la clinique Mayo ou du DSM-4 sur ce qui est l'histrionomie, être un être histrionique. Ils disent ce sont les gens, par exemple, qui se sentent envahis d'une mission divine, qui parlent de faits sans en avoir les qualifications. Et on avait Greta Thunberg. Il donnait toutes les caractéristiques de l'histrion qui connaît rien, mais que ça n'empêche pas de causer. Et il disait, ben, vous voyez, il prenait Greta Thunberg, il prenait un autre, et donc il montrait que la quasi-totalité qu'il à mon avis, Mélenchon, il qualifie partout. Non, mais et tous ces gens qui balancent de la soupe sur des monnaies. C'est-à-dire que, quelque part, et ça, donc là, j'arrive à Peterson, qui lui déplore ce qu'on fait aujourd'hui à la jeunesse, c'est-à-dire que en cultivant cette peur courante de dire à des jeunes, mon Dieu, il y en aura pas assez pour tout le monde, et en leur faisant croire qu'ils seraient investis d'une mission quasi divine de sauver la planète, on nourrit cette espèce de passion histrionique chez des jeunes narcissiques aussi, terriblement narcissiques, puisque aussi les questions via les réseaux sociaux de démontrer qu'on serait un combattant du quotidien en balançant de la soupe sur un Van Gogh. Et donc, on en arrive à une sorte de stérilisation de nos jeunes. Et c'est ce qu'il dit, c'est très important, c'est que vous ne pouvez pas rentrer dans la vie en sachant que vous allez vous planter. Il est probable que vous allez vous planter, il est possible que vous vous plantassiez, si j'ose dire, mais c'est pas certain. Donc, dire aux gens, quoi que vous fassiez, ça va mal se terminer, c'est les pousser au suicide. À quoi ça sert ? Non, mais alors, surtout, indépendamment de quoi que vous fassiez, c'est que quoi que vous fassiez, tu commences pas, si tu veux, quelque part, si tu veux travailler, il faut aussi te créer des sillons. Il faut mettre des... Il faut travailler, il faut bosser, il faut essayer de comprendre.
On expliquerait aux gens qu'ils seraient tout de suite acteurs de quelque chose sans avoir les fondations, sans avoir les racines pour être les fondations de quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est un véritable problème quand même, de s'imaginer être le personnage principal d'un roman quand t'as encore le lait qui sort des narines. Mais je vois aussi, par exemple, des tas de jeunes femmes qui sont interviewées ici ou là, qui ont 34, 35, 36 ans, et qui disent « Moi, il y a trop de monde sur la Terre, donc j'aurai pas d'enfants. » C'est vraiment le non sequitur, quoi, parce qu'on sait très bien que dans les 40 ans qui viennent, il va y avoir un effondrement de la population. Donc, cette bonne personne, un, croit qu'il y a trop de monde sur la Terre, ce qui est une imbécilité, et deux, croit que le fait de faire un enfant de moins, ça va... peut-être c'est celui qui trouvera la solution au réchauffement atmosphérique, cet enfant qu'elle fait pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est une... À la place de vivre dans l'espoir, comme on a beaucoup vécu depuis les débuts de la société scientifique en disant demain ça va aller mieux, ce qu'ils nous disent c'est vous avez utilisé la méthode scientifique et donc ça va aller plus mal. Ce qui est vraiment le contraire de notre civilisation. Et donc, est quand même un truc incroyable de dire vous réfléchissez, vous agissez de façon rationnelle, donc ça va aller plus mal. Ce qui veut dire qu'il pousse les gens à agir de façon irrationnelle. Donc, on vient de se rendre compte que chez les femmes, aujourd'hui, qui n'ont pas eu d'enfants, plus de 80% n'ont pas eu d'enfants parce qu'elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Ça n'était pas un choix de vie, ça s'est trouvé comme ça parce que... Elles ont trop attendu. Elles ont trop attendu. Au moment où il le fallait, le partenaire n'était pas là. Le temps de trouver un partenaire, ce dernier avait déjà eu des enfants, ne voulait pas en avoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'était pas un choix conscient et volontaire. En gros, ça n'était pas un choix. Ça s'est trouvé mais par comme contre, ça. Il y a 50% des femmes qui, n'ayant pas eu d'enfants, d'après toutes les statistiques, ont l'air de souffrir comme des bêtes de ne pas avoir eu d'enfant. Elles en pleurent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dépression de toute une série de femmes qui, quand elles voient un petit bébé dans un berceau, se mettent à pleurer parce qu'elles ont 50 ans et qu'elles n'en auront jamais un. Donc il y a une espèce... On a bâti un monde qui est hostile, c'est ce qu'on a montré l'an dernier, aux garçons, et qui est extraordinairement hostile aux femmes. Moi, si tu veux, c'est quand même étonnant, quoi. Comment est-on arrivé à ce résultat? Vous avez un couple d'amis, dont Linda et qui ont décidé, par exemple, de ne pas avoir d'enfants, et j'ai aucun problème avec ce choix qui peut être individuel, et on ne connaît pas la vie des personnes, des gens, voilà. Quand c'est un choix éclairé, volontaire et qui s'inscrit dans une démarche d'un couple à deux, on n'a rien à dire. Voilà. Mais en revanche, je pense qu'il faut que les jeunes femmes aujourd'hui soient très conscientes du temps, de mes filles inclus, et de la nécessité d'être proactives C'est-à-dire que dans la plupart, leur choix. si vous demandez aux femmes aujourd'hui, on fera cette émission plus dans le détail, mais si vous parlez aux femmes aujourd'hui, il y en a plus de 80-90% aux jeunes femmes qui pensent qu'elles peuvent attendre jusqu'à 40 ans pour avoir le premier. Mais les statistiques biologiques montrent que les femmes de plus de 30 ans, une fois sur deux, elles ne réussissent pas à avoir un enfant. Une fois sur deux. C'est-à-dire qu'il y a tout un paquet de femmes qui se disent « j'ai le temps, j'ai encore 10 ans », mais c'est pas vrai. Donc, c'est des choses qu'il faut communiquer aux femmes pour qu'elles prennent des décisions, comme mon histoire du Premier ministre australien, en connaissance de cause. Il ne faut pas dire aux femmes « vous pouvez attendre jusqu'à 40 ans ». Il y a quelques exceptions, bien entendu, mais dans 50% des cas, au-delà de 30 ans, il y a une femme sur deux qui ne réussit plus à avoir des enfants. C'est un fait biologique. Il faut peut-être en prendre compte. Et ça ne rend pas les femmes heureuses. Voilà. Donc le but, c'est toujours de revenir vers le bas, vers la décision individuelle, vers la famille. Ça commence par l'individu, ça se traduit dans une famille, puis ensuite aller dans un village, dans un pays et dans une civilisation. Et c'est le bon ordre. Il ne faut pas que ça vienne d'en haut vers le bas. Il faut que ça vienne du bas. Les décisions individuelles harmonieuses font des sociétés harmonieuses. Et notre société aujourd'hui n'est plus harmonieuse. Non, notre société n'est plus harmonieuse, et je pense que beaucoup... d'abord, notre vieux Ouest se meurt, donc aujourd'hui, en tant qu'acteur actif, il s'agirait de se bouger, et il s'agirait justement de se poser les bonnes questions. Alors... maintenant qu'on a parlé de la subsidiarité, qu'on a parlé de l'individu, l'autre chose qui était importante aussi, c'était justement la notion de marché libre. Oui. Alors, un marché libre qui a été inventé quand même par l'Ouest, c'est aussi reconnaître que seul le marché libre peut créer l'abondance.
Parce qu'encore une fois, il est fondé sur des choix libres. C'est-à-dire que, c'est toujours ce que j'ai dit, il n'y a que deux possibilités, ou bien la main invisible d'Adam Smith, le marché libre, ou bien le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Mais à partir du moment où c'est le grand coup de pied de Staline, il n'y a pas vraiment d'incitation à se casser le derrière pour aller offrir des produits, puisqu'il y a déjà le coup de pied dans le derrière. Donc le marché libre, c'est fait, l'acheteur et le vendeur sont d'accord sur le produit au moment T, et sur le prix du produit. Et c'est des informations qui en permettent ensuite aux entrepreneurs de se lancer et d'amener ces produits en plus grand nombre, etc. Donc le marché libre, ça suppose une information libre. Alors l'autre chose, c'est que pendant des siècles, le marché libre n'avait pas eu besoin de règles. Si tu veux, à Londres, par exemple, la chose se faisait parce que your word is your bond, oui. On te connaissait. Moi, j'ai très bien connu ça. Et ça s'arrêtait là. Il y avait les gens avec qui tu faisais affaire, les gens avec qui tu ne faisais pas affaire. Et puis on est arrivé effectivement dans un emballement. Et ça, c'est encore une fois, c'est l'État, si j'ose dire, qui l'a créé pour protéger, soi-disant, les petites gens dans les marchés, comme si les gens étaient incapables de faire leurs courses et de savoir qui vendait des pommes pourries et qui vendait des bonnes pommes. Non, on a dit il faut faire une réglementation sur les vendeurs de pommes. Et ensuite, en accumulant ça, tu crées toute une série de gens que j'ai appelés les petits hommes gris il y a longtemps, ce qui est devenu une formule qui a été reprise ici ou là, mais dont le but est de vérifier que le marché libre fonctionne. Alors, il y a deux problèmes à ça. Il y a, premièrement, ce que Schumpeter avait analysé. Il disait le problème, c'est que quand un marché croît, oui. On arrive à un moment où on va arriver dans une institutionnalisation de la chose, voilà. Et on va arriver de toute façon sur des petits hommes gris. Dans l'analyse de Schumpeter, on arrivait à des petits hommes gris quoi qu'on fasse. Tu as des espèces de monopoles qui se passent et qui sont soit privés, soit publics, mais c'est pas bien dans les deux cas. Et tu as aussi l'autre problème, effectivement, les problèmes de monopoly, qu'on va trouver dans la Silicon Valley avec des choses comme Meta qui se sont construites. Mais ça n'est possible qu'avec l'aide de l'État. C'est-à-dire que, encore une fois, on l'a très bien vu, des gens comme Microsoft, les autres, depuis des années, grâce au taux d'intérêt très bas, dès qu'il y avait un type qui montait une société avec... Il l'a racheté pour l'enterrer. Il l'a racheté pour la tuer. Et donc... Ça fait naître ce qu'on appelle le crony capitalism, qu'on traduit comment en français du reste ? Le capitalisme de connivence. Ou bien, si tu veux, Et que les gens appellent à tort... Oui, le libéralisme. Le libéralisme. Non, il est appelé le libéralisme pour une raison très simple, c'est que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on voudrait revenir vers une société qui soit vraiment libérale juridiquement, économiquement, politiquement, et que nos ennemis, les gens de Davos, savent très bien, mais ils le savent, que la seule alternative, c'est de retour à cette société. Et donc, ils décrivent tous les défauts du système qu'ils ont imposé sous le nom de libéralisme, de façon à détruire... Si les gens réfléchissaient 2 secondes, ils seraient tous libéraux, comme moi. Tous les petits commerçants à qui j'ai parlé dans ma vie, tous les artisans, etc., ils sont fondamentalement libéraux, quoi. Et surtout, là, chez moi, bien la grappe. Qui est quand même la base du libéralisme pour le... Et donc, c'est qu'ils le savent. Et donc, ils changent, encore une fois, le logos. Ils changent le mot. Oui, alors aussi, l'autre problème, ça va être le lobbying. Parce que quand on voit que des sociétés comme Pfizer... Ça doit être interdit. Comme Pfizer donne plus de 4 millions à la Commission européenne... 4 milliards. 4 milliards, tu ne peux pas t'empêcher de te dire que... Et que l'OMS reçoit 30 ou 40% de ses ressources de Bill Gates... Tu te dis, elle va peut-être, si ça se passe, peut-être l'OMS va se découvrir une vocation de vacciner la Terre entière, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Par hasard. Par hasard. Donc, ce que je veux dire, c'est que le vrai problème du capitalisme, encore une fois, c'est ce que disait Schumpeter, c'est son succès. Parce que dès le moment où il devient succès, il attire des espèces de passagers clandestins qui veulent transformer les profits en rente. Et donc, ça, tu as besoin de l'État pour le faire. Donc, on vient de voir les grands problèmes que peuvent... Enfin, les adjuvants qui peuvent tuer le capitalisme sont le capitalisme monopolistique, le capitalisme de connivence, et le troisième, c'est le capitalisme woke dans les critères ESG. Et le dernier, c'est si tu captures la monnaie. Et ça, c'est une petite reproche que j'ai fait à la conférence, d'ailleurs. Oui. C'est j'ai dit, cette conférence, elle était parfaite. Donc, j'ai fait une petite intervention. J'ai dit, écoutez les enfants, je vais vous dire un truc quand même, c'est que vous expliquez comment le monde doit être gouverné. Vous expliquez par qui il doit être gouverné. Tout ça, ça me paraît très bien.
Mais si vous n'allez pas à la racine, c'est d'où vient le pognon et qui le contrôle, vous n'y arriverez pas. Donc, il manquait dans cette conférence une analyse de la capture de la monnaie par nos ennemis. Ils ont essayé de le faire en sous-jacent, dans le sens où il y avait pas mal d'interventions sur le Bitcoin. Oui. Donc, ils ont dit ça marche pas ici, mais ils ont pas... Voilà, ils ont dit ça marche pas ici, c'est capturé sans aller gratter. Et pour autant en disant l'alternative c'est Bitcoin, et il y avait des maxis, voilà. Mais d'abord, il n'est pas certain que Bitcoin, ça, c'est très intéressant, mais il n'est pas certain que ce soit l'alternative, parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, là c'est vrai, puisqu'ils ont fait un système qui ne peut pas croître. Donc on peut discuter, mais il me semble qu'il aurait beaucoup mieux valu. Ils m'ont posé une question à la fin, si vous aviez une mesure à prendre, quelle serait-elle cette mesure à prendre pour que le monde aille mieux? J'ai dit, c'est fermer toutes les banques centrales et mettre les banquiers en prison, quoi. C'est... Gros succès, dur. Gros succès, la foule était très contente. Non, mais c'est ce qui manquait à cette conférence, c'était la capture de la monnaie par ces groupes. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé, c'était pas assez développé. Et Paul Marshall... Marshall... C'est parce que je pense qu'à ça, mais... Paul Marshall concluait son intervention en disant que aussi l'autre difficulté humaine qu'on avait aujourd'hui dans cette mondialisation, dans cette globalisation, c'était qu'il était beaucoup plus difficile d'expliquer la création destructrice. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu prenais une décision et la décision allait faire perdre des emplois à Birmingham, mais en créer plein à Delhi. Voilà. C'est bien triste, mon pauvre dame, mais... Oui, mais ça, c'est difficile à comprendre pour des gens quand tu délocalises. C'est très difficile. Et c'est très difficile d'expliquer que quelque part, une richesse peut demeurer localement quand... Alors, si tu veux, le problème, c'est que les gens vont répondre à ça. Oui, alors, soit il faut que vous arrêtiez de consommer, c'est ce que va dire une certaine droite, soit ils vont dire il faut mettre des mesures protectionnistes pour empêcher les gens d'aller faire des t-shirts au Bangladesh. Bon. Bien sûr, là, comme ils achèteront leurs t-shirts plus chers parce qu'ils sont faits en France, les restaurants vont fermer parce que plus personne pourra aller au restaurant. Ou plus personne n'achètera de t-shirt. Ou plus personne n'achètera de t-shirt et les boutiques fermeront qui les vendent. Donc, c'est jamais simple. Donc, ces histoires de transfert, mais l'idée, pour revenir au capitalisme de connivence, c'est que le commerce international, ça marche très bien, à condition que tu échanges produit contre produit. C'est la loi de Ricardo, hein. Tu sais, tu échanges, les Portugais vendaient du vin, les autres faisaient de la toile, c'était très bien. Mais si tu échanges des produits contre de la dette, ça marche plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire si la France dit « Ah ben non, moi, je vais émettre de la dette, je vais acheter les produits chinois pas chers, donc toutes les usines vont fermer en France et ouvrir en Chine, et à la fin, tu vas te retrouver sans usine et sans capacité de faire de la dette. » Donc, le système de Ricardo fonctionne si tu échanges au travers de la monnaie, produit contre produit. Mais si tu échanges produit contre dette, ça va plus du tout. Or, c'est ce qu'on a fait depuis 25 ans. Donc, le gouvernement, dans un système libéral, il devrait y avoir une anticonstitutionnalité de l'émission de dette gouvernementale. Ça devrait être anticonstitutionnel. D'ailleurs, tu sais, c'est pour ça que les croûtes de Gouda sont rouges, et donc que les Babybel sont rouges, effectivement. Mais les croûtes de Gouda, c'est parce que Bordeaux échangeait avec la Hollande, et dans les cales de bateau, les fromages revenaient là où avant la cale de bateau supportait du pinard. Ah oui. Et donc le fromage se teintait de rouge, et donc les croûtes de Gouda devenaient rouges. Et ensuite, par la suite, comme c'était toujours rouge, on a mis du rouge dans la cire pour dire, vous voyez, c'est bien du vrai fromage, c'est bien du Gouda. On dit pas du Gouda, on dit roula. Le hollandais, c'est un peu une maladie de la gorge. C'est clairement une maladie de la gorge. C'est un Allemand qui parle allemand sous l'eau, je sais pas, c'est un truc, c'est pas... C'est un truc très sous-jeu, très différent. Donc, c'était quand même une conférence extraordinairement intéressante. Et donc, il y a eu Jordan Peterson, il y avait aussi Björn Lomborg, vous savez, le Danois là, qui parle très intelligemment. J'ai discuté avec lui 5 minutes, il me disait, vous savez... moi, je prouve dans mon dernier livre qui vient de sortir, que je vous recommande d'acheter d'ailleurs, je prouve que si on mettait 75 milliards de dollars au problème du réchauffement atmosphérique, ça aurait plus d'effet que les 4 000 milliards qu'ils ont dépensés jusqu'ici. C'est-à-dire que ces 4 000 milliards ont été capturés justement par le capitalisme de connivence, investis n'importe comment, et lui dit si on faisait ça, ça marcherait beaucoup mieux. Donc vous vous rendez compte, entre 75 et 4 000, c'est pas tout à fait pareil. Et donc il est très intéressant. Et puis alors ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il doit avoir maintenant 70 balais, il a l'air d'en avoir 40, quoi. Ouais.
On a aussi eu l'intervention, alors je ne vais pas citer le nom du film, j'espère que vous le retrouvez tout seul parce que j'ai pas envie d'être ban, mais de cet acteur et producteur qui s'appelle Eduardo Verastegui. Vous taperez en dehors pour son film absolument incroyable de son périple. Il a mis plus de 8 ans pour pouvoir le sortir, le monter. J'espère qu'il sera bientôt disponible en France, qui est extrêmement émouvant dans son combat. Et je lui souhaite beaucoup de courage et de vivre vieux. De vivre vieux parce qu'il s'engage en politique au Mexique. Et c'est un très bel homme et beaucoup de charisme et beaucoup d'empathie et pour faire ce qu'il a fait. Et cherchez le nom sur vous retrouverez ce qu'il a fait comme film. Verastegui, Eduardo Verastegui, et c'était extrêmement touchant. De voir toutes ces personnes, toutes ces âmes qui étaient là, qui cherchaient le bien commun, une façon de... Voilà, c'est une formule très forte. C'est-à-dire qu'autrefois, le gouvernement cherchait le bien commun. Et c'est ce que j'ai dit depuis quelque temps, mais maintenant la classe qui a pris le pouvoir cherche son bien à elle, et le bien commun, ils en ont strictement rien à foutre. C'est des plutocrates. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit réapparaître des gens fortunés, connus, qui ont fait des carrières remarquables et tout, et qui cherchent à nouveau le bien commun. Et je trouve que ça, c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue et depuis très longtemps. Parce que on avait, comme j'ai dit tout à l'heure, de très braves gens qui étaient, mettons, des gens qui venaient du peuple et qui voulaient des solutions simples. Et là, ce sont des gens qui sont quand même au niveau les plus élevés de tout ce qui est réflexion théorique, réflexion politique, etc., qui sont. Et ça fait plaisir. Si j'ose dire, j'ai eu un grand plaisir quand j'étais là, de ne plus me sentir tout seul. Ah ça, il est certain, moi ça m'a mis un poil aux pattes, incroyable, et ça donne, surtout dans ces temps où... Moi, là, je suis un peu partie des réseaux sociaux parce que j'en peux plus. J'ai l'impression qu'on passe son temps à donner des points aux uns ou aux autres, surtout en ce moment de conflit. Ça n'est que Israël, le Hamas, Israël. Je te dis, mais est-ce qu'on pourrait avoir des réflexions globales sur notre pays, sur trouver des solutions, sur essayer de s'élever un petit peu et de sortir toujours de ces réflexions. Mais même les hommes politiques qui sont présentés, ça n'est que petites phrases assassines, et régler des problèmes sans les régler, parce que, je ne sais pas ce que vous avez vu, depuis quelques années, on a quelques mois, le déficit budgétaire, je sais pas, ça fait un petit moment qu'on en parle, il est de plus en pire, et voilà. Mais ça fait 40 ans que ça dure. La réforme de la sécurité sociale, moi aussi j'en ai eu 40. La réforme de l'enseignement, j'en ai eu 40 et rien ne marche. La réforme des hôpitaux, pareil. Donc, on a des gars qui causent et qui font jamais rien. Et là, non seulement il y avait des gens qui causaient, parce qu'ils causaient tous très bien. C'était tous de remarquables orateurs. Mais en plus, ils ont des solutions qui, dans la pratique, ont marché. Ont marché dans les écoles, dans les hôpitaux, tout ça. Ça a marché partout. Donc, on se dit, on sort des baratineurs pour revenir vers des gens responsables. C'était incroyable. Combien j'ai senti aussi que c'était vraiment du réel. C'est-à-dire quand les gens en parlaient, c'était ancré dans le réel. C'était pas Jean-François Copé ou Alain Juppé qui te parle d'un truc, quoi. Donc, sur laquelle on a fait une note par un type qui a été faite la veille, et le type qui a fait la note, il n'y connaissait rien non plus, quoi. Et c'était incroyablement lucide, informé et concret. Et voilà. concret. Et c'était agréable parce qu'on retrouvait le conservatisme de ma jeunesse. C'est-à-dire, s'il n'y a pas besoin de le changer, on ne le change pas, mais s'il faut changer des trucs, il faut le changer, et nous, en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, étant conservateur. Oui, mais tu vois, le conservatisme de ta jeunesse partait d'un milieu qui était conservateur. Mais aujourd'hui, le conservateur n'est plus conservateur, puisque aujourd'hui, ce sont des mondialistes au pouvoir. Donc, il n'est plus en position de jouer à demeure avec d'autres qui arrivent en assaillant. Il faut qu'il soit l'assaillant. C'est tout à fait vrai. C'est presque plus conservateur d'être un assaillant. Mais voilà. Il faut devenir des moines soldats. Il faut sortir de la tranchée. Il faut devenir des moines soldats, et ça n'est plus être conservateur que d'être un moine soldat. Non, c'est tout à fait ça. Et ces gens-là sont prêts à la guerre. Sont prêts à se battre. Et ça faisait une différence extraordinaire, parce que j'écoute Michel Onfray souvent, et lui, il dit, c'est foutu, et il faut mourir de façon élégante. Oui, non, là, ils disent, on va se battre jusqu'au dernier. Là,
et on va gagner. Et on va gagner. Et ben c'est ça. Enfin, quelqu'un me disait, on va gagner. À la place de vouloir limiter les dégâts, on va durer 10 ans de plus avant de tous mourir de faim. J'ai dit, ça, c'est des projets qui me paraissent intéressants. Mais là, on avait en face de nous des gens qui disaient, on va leur rentrer dedans, et 2, on va gagner. Parce qu'on est les meilleurs. Parce qu'on a la solution. Oui, et qu'on est les meilleurs. On y a réfléchi. Et je me suis dit, quel bonheur. Parce que cette espèce de désespérance de l'intellectuel, c'est pas possible. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on vous a donné en tout cas un petit peu de poil aux pattes. Nous, et on en allez a voir beaucoup. Le site. Allez voir donc le site de l'Arc sur YouTube. Allez Toutes voir, les interventions sont là. Oui, voilà, elles sont très bien filmées. Évidemment, il faut parler anglais. Peut-être que bientôt, au fur et à mesure, ils vont peut-être. Ils montreront l'intelligence artificielle dessus et ça le mettra en français. Ça mettra les sous-titres, voilà. Bon, on verra, on proposera en tout cas de notre côté, suivant les intérêts des uns et des autres. Et puis la semaine prochaine, donc on fera une émission sur qu'advient-il à nos jeunes femmes ? Voilà, parce que ce qui allait être le pendant de celle qu'on a faite il y a un an sur les garçons, en disant, dites les garçons, ça va pas du tout, on se les traite pas bien, là. Et ben là, on a regardé un petit peu, les femmes ont pas l'air plus contentes que les garçons, quoi. Voilà. Donc, les femmes soient pas contentes, on comprend. Parce que ça, c'est assez habituel. Mais là, elles ont l'air particulièrement mécontentes. Attention à ce que tu vas dire, hein. C'est une bêtise. J'ai pas pu m'empêcher de la dire. Il y a des trucs que je ne devrais pas dire. Ouais. J'ai honte. Pourquoi ? Parce que Exactement. Voilà, écoutez, je suis très contente que vous nous ayez suivis. N'oubliez pas de nous mettre des likes. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'acheter le livre de Charles, La vérité vous rendra libre. Qui va sortir la semaine prochaine, je crois. Voilà, mais je sais que vous l'avez déjà tous fait. Parlez-en autour de vous si vous avez aimé. Et puis on vous dit à la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis.